Bien, merci à tous de venir pour cette troisième conférence de l'année. C'est votre fidélité qui fait que notre académie existe et continue ses travaux. Il y a une corbeille là-bas, vous avez vu, sur et une autre ici. Donc vous êtes cernés par deux corbeilles. Voilà, nous n'avons comme revenu que ce qu'on vous donne, hein, ce que vous donnez, et donc si vous pouvez faire quelque chose pour que nous puissions publier des volumes que vous connaissez bien, les actes des colloques et notre revue. Voilà. Alors ce soir, nous allons traiter le sujet de l'anti-intellectualisme. Et pour ça, nous avons avec nous Madame Sarah Al-Matari. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancienne élève de l'École normale supérieure en lettres et sciences humaines, agrégée de lettres modernes, docteur en lettres avec une thèse sur l'idée de race latine. Vous avez été lauréate du prix de la Maison d'Auguste Comte, rédactrice en chef de la revue électronique La Vie des idées, que je vous conseille d'ailleurs, parce que moi je la regarde de temps en temps, et il y a des articles qui sont vraiment très intéressants. Vous êtes membre de plusieurs comités de rédaction, parmi lesquels je citerai 1900, qui est une revue d'histoire intellectuelle et des études sociales au tournant des 19e et 20e siècles. Dans vos domaines de recherche, il y a les relations qu'entretiennent la littérature et les idéologies, particulièrement aux genres et supports qu'on appelle ou qui sont jugés mineurs. Mineurs, ça veut dire la presse, les essais, les écrits de femmes, les écrits d'ouvriers, la production pornographique. Vous êtes présidente de la Société d'études des langages du politique. En 2019, vous avez publié cet ouvrage que je vous montre, La haine des clercs, l'anti-intellectualisme en France. Et par clerc, je précise parce qu'on m'a posé la question, il s'agit des savants, des érudits, parce que, à vous lire, vous n'avez rien contre les prêtres, je crois. Voilà. Et quand j'ai vu cet ouvrage dans une librairie, en le feuilletant, je l'ai tout de suite acheté, parce que je me suis dit, le sujet va m'intéresser. Mais quand j'ai lu ce fameux chapitre, puisque nous sommes Académie catholique, quand j'ai lu ce fameux chapitre des anti-intellectuels et du catholicisme, que j'ai vu les noms de Blondel, Maritain ou Peggy, je me suis dit, voilà, donc vous savez déjà, vous allez nous intéresser à deux titres, finalement. Voilà. Eh bien, vous avez jusqu'à 21h30 et je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette belle présentation et merci de votre invitation. Merci à l'Académie et à vous tous d'être venus aussi nombreux pour m'écouter. Alors, j'ai fait déjà un certain nombre de précautions oratoires dans l'antichambre de l'Académie, mais je les reprends ici. Comme Claude l'a dit, moi je suis de formation littéraire, je ne suis donc pas philosophe, peu versée malheureusement en théologie. Ça m'intéresse, mais voilà, je n'ai pas de compétences particulières. Donc je sollicite votre bienveillance. Je vais parler de ce que je connais un peu, mais je pense que sur bien des sujets, vous êtes plus calés que moi et que j'ai donc autant à apprendre de vous que vous de moi. Je n'avais pas annoncé de titre pour mon intervention. Elle pourrait s'intituler en clin d'œil un ouvrage collectif qui fait référence en histoire des intellectuels, anti-intellectualiste catholique entre le rêve et l'action. L'histoire longue de l'anti-intellectualisme que j'ai tenté de retracer sur près de 2 siècles, de la Révolution française à nos jours, est ponctuée de crises qui lui assurent une visibilité et une postérité au sein du grand récit démocratique fondé sur le triomphe de l'intellectuel.
La plus célèbre de ces crises est l'affaire Dreyfus, à partir de laquelle on a souvent dit que le discours anti-intellectualiste émergeait en France. Sans nier l'importance de cet épisode, j'ai promu dans mon livre La haine des clercs, que j'ai publié, vous l'avez rappelé, en 2019 aux éditions du Seuil, une approche plus ample du discours anti-intellectualiste, en refusant de restreindre l'intellectuel au type de l'intellectuel engagé, puisque la réalité de l'intellectuel et des configurations idéologiques et imaginaires qui lui sont attachées préexistent, on le sait, à la vulgarisation du mot, du substantif intellectuel. Vulgarisation qui date, elle, à peu près de l'affaire Dreyfus, ou un petit peu avant. Ce présupposé, cet anachronisme, qui a été adopté par bien d'autres chercheurs avant moi, évidemment, me semblait la condition pour envisager l'anti-intellectualisme dans toute sa complexité et dans toutes ses nuances. Prendre en compte les manifestations religieuses de l'anti-intellectualisme pouvait sembler, sinon une évidence, du moins une nécessité, appelée par le rapprochement dès le Moyen-Âge entre le clerc et le poète, ou le lettré. Ce rapprochement, qui depuis est passé dans le langage courant, puisque on désigne parfois les intellectuels sous le nom de clercs, reste implicite dans mon livre, dont le titre, La haine des clercs, n'est pas de moi. C'est un bon titre, mais il n'est pas de moi. C'est la seule chose qui n'est pas de moi et je l'aime beaucoup. Ce titre renvoie surtout par jeu de mots à l'essai de Julien Benda, La trahison des clercs, que vous connaissez sans doute et qui date de 1927. Bon, c'est un texte pour lequel, par ailleurs, je n'ai pas vraiment de goût, je dois l'avouer. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Pourquoi ce titre? Il s'agissait non seulement d'interpeller le public au moyen d'une formule frappante, mais encore de souligner par le génitif la haine des clercs, la réversibilité propre au discours anti-intellectualiste. Contrairement à une idée répandue, la haine envers les clercs n'émane pas que d'en bas. On entend beaucoup ça aujourd'hui, c'est forcément le peuple, le petit peuple, qui serait hostile aux élites. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis qu'il n'y a pas que ça. Et contrairement à cette idée répandue, des catégories, il n'y a pas que des catégories moins instruites de la population qui émanent l'anti-intellectualisme. Les sources imprimées que j'ai étudiées montrent que l'anti-intellectualisme traverse les échanges entre les lettrés eux-mêmes, en tout cas des échanges entre des individus qui pourraient être tenus pour des intellectuels. Dans bien des cas, l'anti-intellectualisme est un outil de démarcation politique qui recouvre en contexte des conflits de positionnement. J'expliquerai plus clairement tout à l'heure de quoi il retourne. Cela explique par exemple que le jeune Zola puisse avoir exprimé son anti-intellectualisme avant de devenir l'un des principaux représentants de l'intellectuel dreyfusard et même de l'intellectuel à la française. Si j'évoque dans mon livre ces revirements, et Dieu sait que sur la question zolienne, oh là là, on m'a beaucoup embêté. Hein, les gens ne supportaient pas, enfin, je sais pas, ne supportaient pas en fait l'idée que Zola puisse être, le grand Zola, notre Zola, puisse avoir été anti-intellectualiste dans sa jeunesse, bon, comme si ça lui enlevait une quelconque valeur. Donc ce type de revirements, je les évoque dans mon livre, mais je m'intéresse en priorité aux auteurs qui n'ont cessé de professer l'anti-intellectualisme, ceux qui ont professé l'anti-intellectualisme sur la longue durée. Et parmi ces auteurs, il y a Georges Bernanos. Je le mentionne dès maintenant parce que c'est à lui que je dois, si j'ose dire, la révélation à l'origine de mon livre. Elle a eu lieu en 2009, alors que les universitaires se mobilisaient contre les saillies et les mesures anti-intellectualistes du président Sarkozy. Et à ce moment-là, je consacrais un cours à Sous le soleil de Satan, un roman de 1926 de haute tenue esthétique et spirituelle, traversé par un questionnement anti-intellectualiste, évidemment sans commune mesure avec les objectifs populistes de Sarkozy. Je pense que le micro s'est éteint, mais ça n'est pas très grave, j'ai l'impression. C'est pas grave, vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? On parle plus près du micro. Oui, mais je pense qu'il s'est éteint. Oui, je pense qu'il s'est éteint. Non, il marche plus là. Il est éteint, je pense. Ah non, il fallait la finir. Vous aviez raison. Merci beaucoup.
éco-directionnel, il faut être dans la même ligne. Il faut être dans l'axe. C'est ça. Je crois que c'était un peu de Sarkozy. Pendant son nom, il était à micro. Donc je disais que oui, il y a eu cette rencontre avec Bernanos au moment où Sarkozy manifestait son anti-intellectualisme de manière virulente. Alors ce curieux contraste entre Sarkozy et Bernanos m'a permis de dépasser mes propres préjugés. Il m'a permis de considérer l'anti-intellectualisme comme la manifestation d'une culture, comme part de la culture, et c'est une des thèses de mon livre en fait, c'est que l'anti-intellectualisme, ce n'est pas, comme on croit souvent, spontanément la haine de la culture, ça fait partie de notre culture, et notamment de notre culture démocratique, et c'en est d'une certaine manière même une condition. Alors attention, je ne défends pas l'anti-intellectualisme, je ne défends ni les intellectuels ni les anti-intellectuels, je fais juste un travail d'historienne, d'analyse, mais il n'empêche qu'il me semble qu'il faut prendre vraiment en compte les différents aspects de la polémique pour bien la comprendre. En me plongeant dans le reste de l'œuvre de Bernanos, et notamment dans les pamphlets des années 1930 et dans les textes qu'il a écrits pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai pu constater que l'anti-intellectualisme y formait une base continue, indépendamment des revirements idéologiques de l'auteur, ce qui m'a amené à réenvisager certains partages. Le parcours de Bernanos comme Camelot du Roi, la chronologie de ses relations tumultueuses avec l'Action française m'était connue, et je percevais bien sûr ce que sa pensée devait à l'hostilité contre-révolutionnaire, aux philosophes des Lumières, hostilité qui avait trouvé un prolongement dans la haine de la démocratie délibérative républicaine, parfois rapprochée d'un antimodernisme ancré sur le rejet du progressisme scientifique. Bernanos puisait explicitement à une tradition plus ancienne, se référant à la Bible, ainsi qu'à une série de figures et de scènes d'origine alors indistincte pour moi. Parmi elles, un diable logicien, le Christ crucifié, je cite, par des prêtres opulents, approuvés par la grande bourgeoisie et les intellectuels de ce temps-là qu'on appelait scribes, fin de citation, c'est une citation extraite des Grands cimetières sous la Lune, ou encore, autre scène, chez Bernanos, Jeanne d'Arc, accablée par les docteurs. Profane, peu versée dans la philosophie et la théologie, j'hésitais à me tourner vers les monographies spécialisées. Il n'existe pas, en effet, en tout cas à ma connaissance, mais vous me direz si vous en connaissez, de synthèse accessible sur l'anti-intellectualisme chrétien. J'hésitais aussi à me tourner vers les évangiles ou la tradition paulinienne. J'ai donc commencé par consulter des articles plus accessibles pour moi d'histoire intellectuelle et notamment un numéro, mais à l'époque je n'étais pas dans le comité de rédaction, donc je ne fais pas de la promotion pour une revue à laquelle j'appartiens, un numéro de la revue 1900 que je cite parce qu'il a constitué longtemps la seule référence et l'essentiel de la bibliographie française sur l'anti-intellectualisme. Ce numéro date de 1997, moi j'avais 17 ans à l'époque, et c'est un numéro sur les anti-intellectualismes qui s'ouvre par un texte de Daniel Lindenberg intitulé « Figure et rhétorique de l'anti-intellectualisme ». Je cite le début de ce texte. On peut faire remonter très loin l'histoire de l'anti-intellectualisme. Max Weber y inclut l'esprit des évangiles. Jésus connaît deux péchés capitaux absolus. L'un, c'est le péché contre l'esprit que commet le scribe, qui méprise le charisme et ses porteurs. L'autre, c'est de dire imbécile à son frère, l'orgueil de l'intellectuel envers le pauvre d'esprit. Ici se termine la citation de Max Weber et Daniel Lindenberg continue. Cette tradition d'anti-intellectualisme chrétien, qu'on retrouve de Pierre Damien à Luther, mêle méfiance envers la raison discursive et vigilance face aux scribes qui, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église, commettent le même péché d'orgueil. Il en découle que si l'intellectuel est un clerc sécularisé, comme on l'admet généralement, l'anti-intellectualisme est souvent un anticléricalisme laïcisé. Fin de citation de Daniel Lindenberg. Alors, cette citation, elle est paradoxalement à la fois nonchalante et lapidaire.
voyez par exemple le renvoi d'autorité à Max Weber. Mais en même temps, la définition qui est donnée là tient lieu, en tout cas dans la revue, dans ce numéro, de première pierre, si j'ose dire, de l'anti-intellectualisme. Et ensuite, Daniel Lindeberg ne va plus rien dire de ce fond chrétien, sur lequel les autres contributeurs de la revue ne s'attardent pas non plus, quoique Jean Baster participe à la discussion autour de Charles Péguy, et que l'ensemble du dossier ait été coordonné par quelqu'un que vous connaissez sans doute, l'historien des religions Jean-Luc Poutier, qui est ensuite devenu conseiller culturel à l'ambassade de France près Saint-Siège. Ailleurs dans la bibliographie secondaire, on trouvait très peu de choses sur l'anti-intellectualisme chrétien, si ce n'est dans l'ouvrage trop peu connu et trop peu consulté de Pierre City, qui s'intitule La mésintelligence, sous-titré Essai d'histoire de l'intelligence française, du symbolisme à 1914. C'est un ouvrage qui est paru à Saint-Étienne en 2000 et qui s'intéresse en particulier au tournant anti-intellectualiste de la fin du 19e, le tournant fin de siècle. Et dans cet ouvrage, on trouve par exemple cette déclaration, curieuse, je trouve, du démocrate chrétien Georges Fossegrive, agrégé de philosophie, qui appréciait Henri Bergson et Maurice Blondel, mais qui était plutôt partisan de l'ordre au moment de l'affaire Dreyfus. Voilà comment il résume l'affaire Dreyfus. Une tragique antithèse entre l'esprit catholique qui sait se soumettre aux nécessités sociales et respecte à la fois la justice, l'autorité et la loi, et l'esprit protestant et libre-penseur, anarchiste pour parler franc, qui ne consent pas à incliner son sens propre de l'individu, la société dut-elle en périr. Fin de citation. C'est une citation qui, à l'origine, se trouve dans un article de la quinzaine, Revue du christianisme social, dont Fossegrive, à l'époque, est le directeur. Elle date de cette citation de 1898. Bref, ces références éparses ne me donnaient pas une vue d'ensemble et il m'a fallu des années pour constituer un corpus centré sur les 19e et 20e siècles qui fasse la part belle à des figures ou des moments de l'anti-intellectualisme français dans un contexte de sécularisation accrue. Et j'ai tenu, nous ça nous semble sans doute une évidence, mais je crois que ça n'était pas finalement, y compris pour l'éditeur. J'ai tenu à y inclure des expressions chrétiennes d'anti-intellectualisme. Alors bon, la formule est un peu provocatrice, peut-être paradoxale, tant ces manifestations sont violentes, parfois. Et en particulier, j'ai tenu à inclure des expressions émanant de catholiques français. Il faut dire que je connais encore plus mal les expressions protestantes. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans un ouvrage qui a reçu le prix Pulitzer en 1964, Anti-Intellectualism in American Life, Richard Hofstadter a montré l'importance de la tentation anti-intellectualiste dans l'évangélisme protestant depuis le XVIIIe siècle. Et lui, évidemment, il travaille sur les États-Unis, et aujourd'hui, c'est un phénomène qui est bien connu. Il y a des tas, en tout cas, depuis l'Amérique de Trump, il y a des tas d'analyses sur ça, sur l'influence de cette tradition religieuse-là sur l'anti-intellectualisme. En France, c'est un peu différent. Le discours anti-intellectualiste a plutôt tendance à assimiler l'intellectuel aux protestants. Protestants pratiquant le libre examen, cause supposée de l'individualisme, comme par ailleurs les anti-intellectualistes assimilent l'intellectuel aux juifs exégètes. On parle parfois même de juifs logiciens. À la fin du XIXe siècle, le protestant est fréquemment identifié aussi au député républicain et la figure du rhéteur qui se confond très souvent dans le discours anti-intellectualiste avec celle de l'intellectuel. Le discours anti-intellectualiste se présente souvent comme une morale qui engage un conflit d'autorité. Contre l'autorité des intellectuels, on brandit celle de Dieu ou de l'Église, mais aussi l'autorité, alors je mets ce mot entre guillemets, mais je ne suis même pas sûre qu'il ait faille, l'autorité du travail et de la liberté individuelle. L'un des premiers théoriciens de l'anti-intellectualisme, c'est Pierre-Joseph Proudhon. Pierre-Joseph Proudhon, moraliste, libertaire, qui n'a cessé d'annoter la Bible. Alors là, malheureusement, on n'a pas le temps d'en parler, mais enfin,
Je peux vous renvoyer, si ça vous dit, dans la conversation, à des références bibliographiques précises sur le Proudhon-chrétien, sur le Jésus de Proudhon. Il y a des publications récentes sur ça. Proudhon, dès 1840, considère que le préjugé de l'inégalité des intelligences, qui selon lui est né de la valorisation de l'âme au détriment du corps, que ce préjugé a justifié l'oppression du peuple. Et donc il est anti-intellectualiste parce que lui, il défend ce qu'il appelle la justice et une vision plus égalitaire de la société. Son grand ouvrage anti-intellectualiste, sa somme, c'est « De la justice dans la Révolution et dans l'Église », 1858. D'autres anti-intellectualistes comme Georges Sorel, Édouard Berthe ou Charles Péguy, Péguy, dont je ne pourrais pas vous parler dans le corps de cette conférence, mais on en parlera peut-être ensuite dans l'entretien. Péguy qui est revenu en 1907 au catholicisme de son enfance, mais hors des sacrements. Et ce sont tous des figures, ils se réclament tous de Proudhon. Je vous parlerai tout à l'heure de Charles Maurras, qui lui aussi est un proudhonien. Proudhon, c'est ce que j'avais appelé dans le livre une autorité mitoyenne. Autour de Proudhon, en fait, se cristallisent à la fois des pensées anti-intellectualistes de gauche et des pensées intellectualistes de droite. Bon, j'aime pas trop ces étiquettes, elles sont utiles parce qu'aujourd'hui, elles nous parlent, elles sont frappantes, mais en réalité, ça ne correspond pas trop. Voilà. La gauche de l'époque et la droite de l'époque ne correspondent pas forcément à ce que nous on nomme comme ça aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'aimerais me concentrer avec vous sur l'entre-deux-guerres. Période où parmi les catholiques qui font profession d'anti-intellectualisme, on trouve à la fois des ecclésiastiques et des laïcs, des théologiens, des moines, des philosophes, des écrivains, des professeurs. On trouve des chrétiens sociaux, des monarchistes maurassiens et même un bolchevique qui entrevoit dans le communisme la promesse d'une égalité évangélique. En plein débat sur l'interprétation du thomisme, consacré, vous le savez, doctrine officielle d'une Église bien ébranlée, la guerre, vue par certains comme un avertissement métaphysique, suscite chez les catholiques un sursaut moral et intellectuel. Se déploie dans ce contexte une série de polémiques autour de la définition de l'intelligence et de ceux qui prétendent en avoir le monopole. C'est dans ces années aussi que apparaissent des intellectuels catholiques indépendants de l'Église et vont intervenir dans les polémiques que j'évoque, des chrétiens de gauche ou de droite, qui se positionnent les uns par rapport aux autres, sur les plans théologiques, politiques, esthétiques, mais qui se positionnent aussi vis-à-vis de l'Action française, dont l'influence intellectuelle et sociale n'a cessé de croître depuis l'affaire Dreyfus. Les tensions entre les maurassiens, membres au nom de l'Action française, et leurs adversaires chrétiens, au sortir de la Grande Guerre, sont vives, notamment après la parution, le 19 juillet 1919, du manifeste pour un parti de l'intelligence. Alors je rappelle en quelques mots la teneur de ce manifeste. Manifeste pour un parti d'intelligence qui est paru à la une du supplément au Figaro, et je vais rappeler aussi le contexte, en quelques mots, le contexte dans lequel il s'inscrit. Ce titre, pour un parti d'intelligence, est polémique à plusieurs égards. D'abord parce qu'il déplace la référence au parti intellectuel, expression, parti intellectuel, que Charles Péguy avait d'abord prise en bonne part contre les anti-Dreyfusards qui avaient fait de l'intellectuel leur ennemi. Ils se réclamaient d'abord des partis, alors utiliser au pluriel intellectuel, mais qu'ensuite il avait contribué, Péguy, à banaliser dans son acception négative, la seule qui est restée aujourd'hui, désignant une secte d'individus jouissant d'avantages temporels avec la protection de l'État. Contre les intellectuels Dreyfusards et leurs héritiers socialistes, pacifistes, internationalistes, les maurassiens vont brandir leur propre définition de l'intelligence. C'est la suivante. Une intelligence réservée, au contraire de la raison jacobine,
raison jacobine qui serait née du cartésianisme qui, en expliquant les choses au plus grand nombre, aurait rendu en fait la raison démocratique et donc détestable, d'après les Maurassiens. L'intelligence, telle que la revendiquent les Maurassiens, au contraire, est une intelligence qui prendrait en compte les nécessités vitales, organiques, contrairement à la raison abstraite. Je reviens à la tribune des nationalistes maurassiens sur l'intelligence. Elle participe d'une guerre de manifeste. Celui qui la signe se nomme Henri Massis. C'est un ancien spécialiste de Zola, lecteur de Bergson, co-auteur d'un pamphlet contre la Nouvelle Sorbonne que vous connaissez peut-être, ça s'appelle L'Esprit de la Nouvelle Sorbonne, il date de 1911. Il s'est converti au catholicisme, a adhéré au thomisme et s'est progressivement rapproché de Maurras. Et en signant ce manifeste pour un parti d'intelligence, il répond notamment au programme exposé par Henri Barbus dans l'Humanité du 10 mai 1919 et à deux textes rédigés par Romain Rolland, l'un intitulé Pour l'international de l'esprit, daté de mars 1918, et un appel aux travailleurs de l'esprit, lancé dans l'Humanité le 26 juin 1919. Donc, vous voyez bien, là, il y a une sorte d'opposition gauche-droite. Chez les démocrates chrétiens, c'est la revue La Nouvelle Journée, pilotée par Paul Archambault, un jeune philosophe qui, sous la houlette de Maurice Blondel, a préféré l'action à l'agrégation, qui va servir de bastion contre les Maurassiens. Inutile, j'imagine, de vous présenter Blondel, que vous connaissez mieux que moi. Quelques mots quand même. Il est normalien, il a envisagé un temps la prêtrise, et en 1893, il a soutenu une thèse intitulée L'action, essai d'une critique de la vie et d'une science de la pratique. Thèse que le jury a regardée avec méfiance. Sous prétexte que Blondel articulait la raison à la foi et à l'action. Et on lui a reproché notamment de dénier toute autonomie rationnelle à la philosophie. En réalité, ces griefs étaient une manière de s'assurer que Blondel ne puisse pas enseigner à l'université. Mais hors de l'université aussi, Blondel n'est pas, si j'ose dire, en odeur de sainteté. Les catholiques eux-mêmes ne voient pas sa pensée d'un bon œil. N'oublions pas que dans un article de la Revue du clergé français intitulé « Le vrai et le faux intellectualisme », article daté de septembre 1919, il a jugé le thomisme intellectualiste et non rationaliste et a osé lui opposer sa propre définition de l'intelligence fondée sur l'expérience de l'action humaine, seule garante, selon lui, du bien fondé des idées. Alors c'est dans cette revue blondelienne, La Nouvelle Journée, que la guerre des manifestes dont j'ai parlé va se transformer en un vaste débat sur la connaissance. Et ce débat sera baptisé « Le procès de l'intelligence ». Le procès de l'intelligence, c'est le titre d'un volume collectif paru en 1922 chez Blue, où Paul Archambault, Maurice Briand, Paul Gemerling et d'autres, qui sont des blondeliens, reprennent les développements qu'ils avaient précédemment confiés à la revue La Nouvelle Journée. Ils prétendent, en préambule, je cite, « avoir préparé la solution du problème posé par un certain intellectualisme contemporain ». Pour eux, le réel, dans sa complexité et son mystère, ne peut être subordonné qu'à l'intelligence conceptuelle. L'intelligence conceptuelle aurait été survalorisée, d'après eux, depuis l'Antiquité grecque, dans ses rapports au logos. Au mot même d'intelligence, je les cite, mot précis, technique, sec, étroit, ils préfèrent les mots raison ou esprit. Un nommé Louis Ruy, oui, ça s'écrit R-U-Y, précise, je cite encore,
qu'il désignera par le mot intelligence non pas l'intellectus des scolastiques, mais la ratio, c'est-à-dire la faculté discursive qui explique les choses les unes par les autres. Les auteurs de ce volume ne nomment pas leur adversaire. On croit deviner qu'ils désignent les maurassiens, les durkheimiens, ainsi que certains intellectuels de la NRF, la Nouvelle Revue Française. Ce qu'ils dénoncent, c'est le culte qu'on rend à l'intelligence. Maurice Briand raille malicieusement les dévots, les adorateurs de l'intelligence. Le problème, écrit son confrère Paul Archambault, c'est qu'on réduit trop souvent la pensée à l'intelligence alors que l'intelligence n'est qu'un instrument. Limiter l'objet à une idée, c'est nier la connaissance spontanée et métaphysique. Bref, vous l'avez compris, les auteurs ne prétendent pas abolir l'appréhension rationnelle, mais ils prétendent l'articuler à l'intuition, à l'amour, car pour eux, elle n'est qu'un moyen d'accès parmi d'autres. Maurice Blondel, défendant l'unité des différentes fonctions de l'esprit, refuse de séparer l'intelligence discursive de l'intuition et s'oppose, je le cite, au divorce entre le rationnel et le contemplatif. Il propose une nouvelle définition de l'intelligence qui insiste moins sur les essences que sur les relations. Je le cite encore, non plus notionnalisme, mais relationnisme. Pour lui, cela ouvrirait à une connaissance réelle. Car l'action ne suppose pas la relégation des moyens de connaissance, mais leur mise en œuvre. Quant à Maurice Briand, il fait l'éloge de la connaissance mystique, qui est une connaissance amoureuse, supra-intellectuelle, beaucoup moins facile d'accès que l'intelligence qui l'a supplantée. Mais l'intelligence est confortable. L'intelligence a pour fonction, je cite encore, de réduire l'inconnu au connu, de classer toute réalité en des casiers rigides et disposés d'avance, de substituer l'immobilité géométrique à la vie mouvante et changeante. Ce qui plaît à ces intellectuels que Peggy appelait les boîtes à fiches. Mais l'ordre que reconstitue l'intelligence est factice. En tout cas, pour Paul Gavarni, elle est factice et, de ce point de vue, les théories de Maurras valent bien celles de Durkheim. Ils veulent de l'ordre, ils veulent classer. Face au nationalisme intégral de Maurras, Paul Archambault dresse un désir de réalisme intégral. Je trouve ça intéressant, cette opposition entre le nationalisme intégral de l'Action française et le réalisme intégral des catholiques sociaux. Cette expression réalisme intégral, Archambault l'avait utilisée pour caractériser la philosophie de Maurice Blondel en 1928. C'était le titre de son livre, et son essai sur Blondel. Mais il précise que cette expression de réalisme intégral pourrait s'appliquer dans une certaine mesure à d'autres philosophes, et notamment à Bergson. Les Blondeliens polémiquent aussi sur cette question de l'intelligence avec le philosophe Jacques Maritain. Là encore, je ne le présente pas et je sais que vous le connaissez beaucoup mieux que moi. Maritain est affilié au Parti de l'intelligence, mais il n'a pas adhéré à l'Action française. Il est devenu le champion du néo-thomisme, encouragé par l'Église, et l'Église, d'une certaine manière, lui a confié la mission de neutraliser les maurassiens. Le point de tension entre Blondel et Maritain, qui vont pas cesser de ferrailler, c'est le rôle de l'intelligence, et notamment le rôle de l'intelligence dans la connaissance de Dieu. Les blondéliens dissocient le raisonnement menant à l'affirmation de l'existence divine de la dite affirmation, laquelle pour eux ne dépend pas de l'intelligence. Un même raisonnement aboutirait ainsi à des réponses divergentes selon qu'il est mené par un croyant ou par un athée. La connaissance réelle prônée par Blondel s'appuie en effet sur la volonté et l'amour. Blondel oppose à l'intelligence sa spécificité démonstrative. Maritain, lui, juge... Pardon, vous entendez ? Oui. Maritain, lui, juge que... oui, plus près du micro. Il faut surtout l'incliner, en fait. Maritain, lui, juge que les blondéliens confondent les différentes facultés et qu'ils se privent d'aborder, je cite, la valeur de la métaphysique
au sens d'Aristote et de saint Thomas, la valeur de la métaphysique comme science. En décembre 1926, le pape Pie XI exige la rupture des catholiques avec l'Action française. L'organe bimensuel du mouvement et certaines œuvres de Maurras sont ensuite mises à l'index. Cette condamnation, donc de 26, est pratiquement parfaitement contemporaine de la publication de Sous le soleil de Satan de Georges Bernanos, qui est le premier roman d'un ancien camelot du roi. Bernanos entretiendra des relations vraiment tumultueuses avec l'Action française, mais il ne renoncera jamais à l'anti-intellectualisme qui couvre toute son œuvre indépendamment des genres. Il y en a dans ces articles de presse, il y en a dans les romans, il y en a dans les pamphlets, il y en a dans les journaux au sens journal intime, écrit diaristique, il y en a dans la correspondance. Partout, vous trouverez une critique des professeurs au sens péjoratif de sectateurs. Pour lui, les professeurs, ce sont à la fois les médecins, les psychologues, les religieux, les universitaires, les journalistes et les écrivains professionnels. Il les appelle aussi parfois les scribes. Et selon une vaste analogie, il rend ces scribes complices de la crucifixion du Christ, juges de Jeanne d'Arc, proches des petits bourgeois, je le cite, intellectuels libéraux de 1830, et après 1945, il les assimile à l'intellectuel de masse, je le cite encore, simple exécuteur des hautes œuvres de la propagande du Parti communiste, et qu'une telle fonction place un peu au-dessous du bourreau. Bernanos va dresser les consciences contre l'intelligence, les chrétiens libres contre l'Église. Et il va dresser sa propre entreprise de solitaire contre le travail des écrivains professionnels. Et même quand il vivra de sa plume, il ne s'identifiera jamais à ces écrivains professionnels. Son discours anti-intellectualiste est hanté, adossé à des expériences autobiographiques, que je rappelle. Bernanos est de la génération, il est né je crois en 1888, il est de la génération qui a connu la suppression de l'enseignement congréganiste. Les jésuites ont été expulsés de France et le prestigieux établissement dans le 15e arrondissement de Paris où Bernanos était inscrit a fermé. Et donc il a intégré le petit séminaire de la rue Notre-Dame-des-Champs, qui était un espace, un lieu de formation très apprécié par la bourgeoisie, et notamment par la bourgeoisie catholique dans ces années. Mais il ne va pas s'y sentir bien. D'ailleurs, il est très mauvais élève, c'est un cancre, il faut le dire. Et ses professeurs proposent de l'orienter vers le commerce. De fait, Bernanos va devenir employé d'assurance. Et ça, il n'a jamais avalé. Il n'a jamais avalé. Il y a d'ailleurs dans sa correspondance de jeunesse une lettre où il exprime son aversion pour les professions commerciales fondées sur l'argent et aussi son aversion pour ses professeurs. Mais malgré ces mauvais souvenirs, Bernanos va, par position de principe, défendre la supériorité des écoles catholiques libres où, selon lui, on dispensait encore une solide culture générale. Ensuite, il s'engage dans l'Action française. En 1909, il participe au chalut visant le cours sur Jeanne d'Arc donné par Amédée Talamas en Sorbonne. Je pense que vous connaissez cet épisode célèbre qui se termine par une déculottée, puisque le professeur Amédée Talamas est fessé publiquement par les jeunesses d'Action française. Et cela vaut à Bernanos d'être incarcéré à la prison de la Santé. En 1913, on le retrouve à la tête de l'organe normand de l'Action française, où il va s'en prendre au philosophe Alain, qui est un ancien des Flusards, et qu'il va nommer le citoyen professeur ou le philosophe courtisan. Bon, son anti-intellectualisme à cette époque-là est très très classique. On retrouve en fait les anciens griefs contre-révolutionnaires. En fait, il reproche à Alain d'être un démocrate, vivant dans l'abstraction, ce qui pour lui, qui est monarchiste à cette époque, n'a pas de sens. Et Bernanos va opposer au triptyque de valeurs liberté, égalité, fraternité les vertus de la charité théologale, de la justice cardinale, qui
à ses yeux, sont bien réels, bien ancrés dans le présent. En 1914, au moment des législatives, il considère que les élites ont définitivement tourné le dos au peuple et l'ont envoyé à la boucherie. Lui-même va y partir, à la boucherie. Il va être décoré pour sa bravoure pendant le premier conflit mondial et il va garder quand même cette blessure morale et ce rapport aux élites auquel il ne pardonnera jamais leur attitude pendant la Grande Guerre. Son anti-intellectualisme pendant la guerre prend une forme mystique, au sens où, pour lui, et ça apparaît dans Sous le soleil de Satan, en filigrane bien sûr, la Grande Guerre matérialise le principe de la communion des saints. Le sacrifice des soldats, pour lui, matérialise le principe de la communion des saints. Et de cette confrontation au mal, Bernanos va tirer donc ce premier roman magnifique, Sous le soleil de Satan, qui lui permet d'une certaine manière toutes les audaces, parce qu'un roman, ça passe beaucoup mieux qu'un essai. C'est beaucoup moins suspect qu'un essai, beaucoup plus difficile aussi d'une certaine manière, pour des raisons aussi d'énonciation, à commenter, à fixer du point de vue idéologique. Et donc, écrire un roman, ça va permettre à Bernanos de se présenter à la fois en auteur appelé par Dieu, il parle souvent de sa vocation, et de préserver son autonomie par rapport à l'Église. Et Sous le soleil de Satan va connaître un étonnant succès. Je dis étonnant parce que c'est un livre qui est difficile, qui est complexe, qui est même à certains égards illisible, presque illisible. Et bien, à l'époque, il s'en est écoulé 40 000 exemplaires. Vous vous rendez compte, 40 000 exemplaires, quand on sait qu'aujourd'hui, un best-seller en philosophie, c'est 300 exemplaires, alors Sous le soleil de Satan. 40 000 exemplaires l'année de sa parution, selon certaines sources, et d'autres sources disent même jusqu'à 60 000 exemplaires. Et après sa parution, le livre va engendrer des tonnes d'articles et des traductions. Donc, je disais que c'est un succès paradoxal parce que le livre est complexe et il a une structure très inhabituelle. Bernanos dit que c'est un livre qui est conçu comme une invitation à l'action. En réalité, quand on le lit, c'est pas flagrant, faut dire la vérité. C'est pas du tout, on n'est pas dans la littérature d'édification au sens classique du terme. Le roman met en scène un prêtre, et quel prêtre? J'y reviendrai, un prêtre très malhabile, très mal dégrossi, un peu ours, qui lutte contre le diable, lequel diable lui est apparu sous la forme banale, mais incarnée, d'un maquignon. Le roman est fondé sur une structure qui est à la fois narrative et digressive, enfin elliptique et digressive. Il présente un prologue et deux parties, mais ces trois parties-là n'ont pas de rapport évident les unes avec les autres. Ces parties décrivent respectivement les histoires parallèles de la jeune Mouchette et de l'abbé Donissan. Deux histoires qui vont se rejoindre et qui vont s'éclairer selon le principe de la communion des saints, mais qui n'est pas un principe explicité dans le roman. Principe qui est censé entraîner la réversibilité des mérites. C'est-à-dire que l'âme de Mouchette, qui est une pécheresse, est censée être, et encore une fois, ça n'est pas explicité dans le roman, rachetée par la souffrance du héros, le curé Donissan, lequel héros rejoue d'une certaine manière la passion du Christ. Alors je m'arrête un instant sur ce personnage de Donissan parce qu'il est fascinant. Pour Bernanos, c'est un saint. Mais pour tous les autres personnages du roman, il n'apparaît pas comme tel. Et même mon commentateur, il n'apparaît pas comme tel. Et pour cause, c'est un paysan, il est dépourvu d'intelligence, dépourvu de mémoire, dépourvu d'assiduité, il est réfractaire à l'étude. Il ne sait pas écrire sans rature, comme Bernanos d'ailleurs, qui voit dans les ratures, il y en a plein sur ses brouillons, la preuve que la littérature est un combat, une épreuve portée par une quête de vérité. Et à travers ce personnage de Donissan, Bernanos va s'en prendre à ses contemporains, à ceux qui n'ont pas tiré la morale de la guerre, à ceux qui préfèrent la théorie à la connaissance. Ce qu'il veut prouver avec Sous le soleil de Satan, c'est que la connaissance
excède l'intelligence conceptuelle. Dépassant la curiosité diabolique, il y a toute une critique de la curiosité dans Sous le soleil de Satan, curiosité diabolique qu'un des commentateurs de Bernanos, Hans Urs von Balthasar, qu'on a évoqué tout à l'heure dans l'antichambre, et qui est l'auteur notamment d'un beau livre intitulé Le chrétien Bernanos, qui est paru en 1956 au Seuil, appelle, il parle de la curiosité, il dit « La curiosité, c'est un savoir sans amour ». Au contraire, Bernanos prône, lui, une curiosité qui touche au cœur, plus profonde, plus complète que la raison cartésienne. Il faut que j'accélère un peu, parce que je vois que j'ai déjà parlé 40 minutes. Alors, ce prêtre qui s'appelle Denissan a un don, celui de voir dans les âmes. Et il a une éloquence qui n'est pas l'éloquence habituelle des orateurs et des prédicateurs, puisque c'est une éloquence sans après, qui ne cherche pas du tout à convaincre. Il va devenir un confesseur réputé, recherché, parce qu'il est justement dans une écoute d'abord, et puis ensuite dans un au-delà de l'éloquence. Et cette parole de Denissan est opposée à la parole d'un autre prêtre qui s'appelle dans le roman Sabiro. Alors vous avez reconnu dans ce nom, le nomastique est toujours important dans la littérature, à la fois la référence au sabir intellectuel et peut-être une allusion à une rousseur supposément diabolique. Il s'avère que ce Sabiro, c'est non seulement un prêtre, mais un ancien professeur de chimie. Donc on retrouve toutes les hostilités de l'Armanus. La parole de Denissan s'oppose aussi à celle d'un intellectuel qui s'appelle dans le roman Antoine de Saint-Marin, qui est un académicien, dont le nom, Saint-Marin, rappelle évidemment celui du malin, et qui a comme le malin une parole séductrice. Ce personnage de Saint-Marin, on a beaucoup dit que c'était une sorte de synthèse de Renan, Anatole France, Huysmans, Gide, peut-être d'autres. C'est un personnage en fait qui flatte son public et qui adore être flatté par son public, ce que Bernanos refuse. Bernanos lui dit qu'en fait il veut briser les cœurs, il veut faire mal. Et deux modèles s'offrent à Bernanos, deux modèles rhétoriques si on peut dire, c'est la Bible et la parole pamphlétaire de son maître, Édouard Dromont, antisémite notoire auquel Bernanos dédiera en 1931 la grande peur des grands penseurs. Bon, je passe un peu ici, je voulais vous dire des choses sur cette question de la rhétorique et notamment de l'opposition à la rhétorique dite latine et, à l'Église, mais comme je veux aborder d'autres éléments, je passe un peu. En guise de transition, je dirais que ce héros de Sous le soleil de Satan, Denissan, à un moment dans le roman, il songe à, c'est son rêve, à mourir, je cite, dans une retraite au bord du monde, chartreuse ou trappe. Mais il ne va pas s'éteindre comme ça, il va mourir en soldat de Dieu, debout dans son confessionnal à l'Indre. Transition, car je pense que Bernanos n'ignorait pas la querelle de la Grande Chartreuse, qui est une querelle très intense dans les années où il travaille à son roman. Cette querelle m'est particulièrement chère, d'abord parce qu'elle est au cœur du chapitre que j'écris en dernier avant de rendre le livre, et ensuite parce que c'est la seule manifestation d'anti-intellectualisme non parisienne que j'ai pu identifier. De quoi s'agit-il? Au départ, d'une querelle qui est circonscrite au Dauphiné. Mais cette querelle va susciter une campagne de presse internationale qui rend compte de la puissance d'action des réseaux catholiques à l'époque et qui va donner lieu à des témoignages textuels et iconographiques qui illustrent les circulations à l'œuvre entre les différents supports anti-intellectualistes. Romans, essais, presse, affiches, etc. Peut-être même chansons. Alors je vous brosse rapidement le contexte. On est dans les années 1920 et le Conseil général de l'Isère décide d'installer une maison de repos pour intellectuels dans le couvent de la Grande Chartreuse, dont les moines ont été expulsés en 1903 sous le ministère Combes. Ce site est classé monument historique, mais il est très abîmé. Et le Conseil régional de l'Isère, qui s'est engagé à entretenir,
prévoit d'abord en 1919 d'installer un centre d'enseignement supérieur permettant d'accueillir des étudiants l'été. Ça va d'ailleurs être le cas, il y a des photos qui existent, qui sont d'ailleurs très sympathiques, tout en gardant ouverte au public la partie proprement religieuse du bâtiment. Et finalement, en 1924, il va y établir un centre intellectuel, puis une maison de repos pour, je cite, les intellectuels fatigués à la suite d'un intense labeur cérébral. Autant dire que c'est un sanatorium comme il y en avait tant à l'époque, mais un sana réservé à une élite, qui est à mi-chemin. Marie Curie va y séjourner par exemple, à mi-chemin entre les décades de Pontigny et les établissements de cure que Thomas Mann décrit dans La Montagne magique la même année. Sauf que ça fait grincer des dents. Pourquoi? Parce que d'abord le projet paraît complètement impie. Ensuite parce qu'on a chassé les moines pour y mettre, on a détruit la bibliothèque, on a chassé les moines pour y mettre des intellectuels, de manière quelque peu illégale, puisque sur le bail de la Chartreuse, il n'était pas prévu en fait que ça soit transformé en sanatorium. La situation va se tendre quand le cartel des gauches va arriver au pouvoir, d'autant que le président du conseil, Édouard Herriot, comme vous le savez, est le maire de Lyon, et que Lyon est la grande rivale de Grenoble, en Dauphiné, là où se trouve le monastère de la Chartreuse. Et Édouard Herriot compte appliquer très rigoureusement les lois relatives aux congrégations, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Bref, je vais un petit peu vite. Il va y avoir d'énormes manifestations organisées sur place en Dauphiné par une ligue d'action catholique, la Ligue dauphinoise d'action catholique, avec l'appui du pape, et d'énormes meetings qui vont réunir jusqu'à 60 000 personnes. On menace même d'incendier le couvent où logent désormais les intellectuels. Et les publicistes catholiques vont entretenir ces violences qui, pour eux, répondent tout simplement à la violence d'État. Il y a toute une revue mensuelle, la revue que j'ai consultée à la BNF, c'est plusieurs cartons d'un bulletin en fait, de la Ligue qui sont quasiment exclusivement consacrés à cette affaire de la nouvelle Chartreuse, qui ressasse en fait les mêmes mots d'ordre, et notamment un mot d'ordre, c'est la Chartreuse aux Chartreux. Entre 1926 et 1932, ce mot d'ordre en fait réapparaît partout. L'idée étant qu'il faut faire un travail de propagande pour convaincre, et je crois que c'était vraiment le cas, que cette cause du retour de la Chartreuse aux Chartreux était une cause populaire à laquelle souscrivaient ou souscrivent même certains partisans de la laïcité. Cette Ligue dauphinoise de l'action catholique reprend une série de poncifs contre-révolutionnaires et elle verse dans la xénophobie, mais aussi dans ce qu'on appellerait aujourd'hui le complotisme. Et elle va dénoncer la secte incarnée par le sénateur radical Léon Perrier, qui préside le conseil régional de l'Isère et qui fédère localement les gauches. Et donc, elle va faire toute une série de caricatures de ce Léon Poncet, qui apparaît notamment au sommet d'un clocher, le clocher de la Grande Chartreuse, avec une légende le présentant comme un coucou, le coucou étant un animal qui prend possession du nid des autres. Alors ce Léon Perrier, c'est un ancien préparateur de chimie qui est franc-maçon par ailleurs, et il va être assimilé aux intellectuels, et donc il va y avoir une sorte de déploiement d'anti-intellectualisme dans ce bulletin dont je vous ai parlé. J'aimerais dans juste quelques minutes, je suis à 50 minutes, là je peux encore parler 10 ou 5? Allez, 5. Alors juste un petit oui, très rapidement. J'évoque très rapidement, parce que c'est un cas singulier, la personnalité et le parcours du bolchevique chrétien Pierre Pascal, dont je vous ai parlé, qui est un des principaux slavisants français. Je ne retrace pas, parce que je n'ai pas le temps, la biographie de cet homme. Je vous renvoie au très beau livre de Sophie Queret, Pierre Pascal, La Russie entre christianisme et communisme, qui est paru en fait en 2014 aux éditions Noir et Blanc. Alors,
Très rapidement, Pierre Pascal va s'installer, est un normalien, un brillant sujet, etc., qui s'installe en Russie entre 1916 et 1933, et qui va adhérer à fond au bolchevisme. Quel est son parcours? Pourquoi est-ce qu'il est anti-intellectualiste? D'abord parce que dans sa jeunesse, il adhérait à une sorte d'anti-parlementarisme qui va prendre ensuite la forme d'un anti-bureaucratisme quand il va devenir communiste. Et il est très très attiré par l'évangélisme, par l'antiphilosophie. Il a fait un premier mémoire d'étudiant sur Joseph de Maistre, mais aussi par l'anarchisme. Il faut dire qu'il est le beau-frère de Victor Serge, que vous connaissez sans doute, qui est un anarchiste qui lui aussi va passer aux communistes. Pierre Pascal est lecteur de Proudhon, de Bergson, et devenu agrégé de grammaire, il décide donc de partir en Russie et de se consacrer à des études de russe. Et là, éclate la Révolution, et il croit trouver dans la Révolution la promesse d'un christianisme horizontal et la réalisation d'un communisme qui, selon lui, est plus moral que politique. Et donc, il est complètement galvanisé par ça, parce qu'il a l'impression qu'une société égalitaire est possible. Son beau-frère, Victor Serge, pourtant, le met en garde. Il alerte en lui disant qu'on est déjà en train, c'est pas encore les purges, mais qu'on est déjà en train de renvoyer un certain nombre d'intellectuels, mais Pierre Pascal ne veut pas le croire. En 1927, il est encore complètement dans l'illusion, il est plus communiste que les communistes, et il s'indigne que l'Institut Marx-Engels planifie une exposition sur la Révolution française où Marat est mis en valeur alors qu'il faudrait exalter le peuple révolutionnaire. Et à cette époque-là, il est complètement obsédé par le partage entre travailleurs intellectuels et travailleurs manuels. Bon, il n'est pas le seul des anti-intellectualistes à être obsédé par ça, c'est certainement parce que lui-même se sent comme un intellectuel et veut le faire oublier qu'il est obsédé par ce partage-là. Et il va se passionner pour les questions rurales, il va même aller dans les années 20 travailler, s'installer dans une région rurale près de Yalta et s'initier à l'agriculture. Et là, il idéalise complètement les populations qui fréquentent, qui sont des populations extrêmement simples, quasiment analphabètes, et les oppose aux experts, c'était le nom, spécialistes, c'était le nom qu'on donnait à l'époque aux intellectuels. Voilà, sauf qu'à l'époque des purges, Pierre Pascal est considéré comme un intellectuel, étranger qui plus est, et donc il est menacé. Qu'est-ce qu'il fait? Bien obligé, il rentre en France, et là, il retourne à l'université. Je trouve que c'est intéressant aussi sur voilà, la réversibilité, pas forcément la réversibilité des positions, mais le retour de bâton et le retour au réel. Et dans les années 30, il va, une fois redevenu universitaire, se passionner pour Dostoïevski, qui va traduire, et se passionner également pour un archiprêtre qui s'appelle Avvakum, qui est un martyr du XVIIe siècle, figure à laquelle il va vouer le reste de sa vie, et à laquelle il va même, je crois, s'identifier. Je vous livre, parce qu'il est temps de conclure, une dernière citation de Pierre Pascal, qui est très intéressante parce que c'est une citation qui mobilise des formules qui sont très très marquées idéologiquement du côté de l'antidéréfusisme, c'est-à-dire du côté de la droite et pas du tout de la gauche dont se réclame Pierre Pascal. Je cite, il parle d'Avvakum. Après le jargon quasi international des journaux et des livres, Avvakum donnait à lire la pure et savoureuse langue russe, celle de tout le peuple avant Pierre le Grand et des paysans du Nord encore aujourd'hui. Au lieu du matérialisme dialectique qui niait avec Dieu la personne humaine et obsédait les cerveaux jusqu'à la maladie, c'était une âme d'élite, consciencieuse, indomptée jusqu'à la mort et qui nourrissait sa liberté et son génie précisément de sa foi en la providence, de sa constante demeure dans le surnaturel. On se demande ici si Pierre Pascal parle vraiment d'Avvakum et s'il ne parle pas plutôt de lui-même. Voilà, alors que tirer de ce rapide parcours à travers la production anti-intellectualiste de plusieurs auteurs se réclamant du catholicisme? D'abord, sans doute, sa variété.
Même si on se concentre, comme je l'ai fait, sur la double décennie 1920-1930, on est frappé par l'éventail des nuances idéologiques, religieuses et esthétiques qui rendent à la fois compte d'opposition massive et de micro-concurrence. L'analyse des polémiques impliquant des auteurs chrétiens, que ce soit autour de questions théologiques ou plus largement sociales, aboutit en fait aux mêmes conclusions que l'étude des autres polémiques. Car il y a une même grammaire, un imaginaire partagé, qu'on retrouve en fait chez tous les anti-intellectualistes. Et je me demande, quelle part tient finalement la référence religieuse quand sont convoquées certaines oppositions structurelles, par exemple entre la terre et le ciel, entre l'action et la contemplation, entre l'esprit et la lettre. Enfin, la plupart des anti-intellectualistes se posent comme des moralistes avec ou sans Dieu. Merci. Merci pour ce brillant exposé et vos précautions oratoires du début étaient fausses. En fait, vous connaissez très bien l'histoire de l'Église, l'histoire des idées dans le catholicisme. Je vous remercie tout particulièrement pour ces exposés. On va passer la parole à des gens qui ont des questions, peut-être, ou des remarques à faire. Alors, je vais passer la parole à quelqu'un qui a lu attentivement votre livre. Aïe, aïe, aïe.